de cette route. Ainsi, dans son adresse, le numéro 1 de la RDC a promis la prison aux personnes qui seraient impliquées dans le détournement des fonds alloués au projet Tilégélou. Suivez. Dans son périple dans le Grand Kasaï, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse Denise Nyakero, a fait face aux difficultés auxquelles est confrontée la population de ce coin du pays. Comme partout en République démocratique du Congo, Mbuji-Mayi, par exemple, ville qui était considérée il y a peu comme la capitale du diamant, est confrontée, fait face au manque d'électricité, pas d'infrastructures adéquates, des routes enfoncées et entrecoupées à plusieurs endroits par des érosions. Ces images du cortège de Félix Tshisekedi bloqué sous la route entre les villes de Mbuji-Mayi et Kabinda en démontrent plus. Le chef de l'État a donc véritablement palpé du doigt la souffrance de la population qui emprunte le programme de construction des infrastructures étant nécessaire au développement d'un pays. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a promis dans son meeting devant une foule immense la prison aux personnes qui seraient impliquées dans le détournement de fonds alloués au projet Tilégélou. Ces projets concernés par 72 km de voirie de la ville de Kinshasa et qui s'étendra aussi dans le Grand Kasaï, notamment à Mbuji-Mayi avec 25,32 km, Kabinda 10,5 km, Lusambo 10 km, Kananga 35 km, Mweneditu 5,5 km et Chikapa 15,39 km. Le président de la République l'a dit lors de son adresse à la population de Kabinda le mardi 28 décembre 2021. Notez que c'est le mardi, aux alentours de 20h55, que le président de la République est arrivé à Kabinda et parcouru ces tronçons de calvaire de Mbuji-Mayi en passant par Ngandajika, Munyengi et enfin Kabinda. Vague des traversées des caciques du Front commun pour le Congo FCC vers l'Union sacrée de la Nation, Maître Richard Bondo n'y trouve aucun inconvénient pour ces sociétaires de l'Union sacrée. Les portes de leur méga plateforme politique sont ouvertes à toute personne qui désire y adhérer. Il a dit au micro de Nadine Tchotchigombo et Gisèle Etoko. La sphère politique congolaise en ébullition face à la traversée massive vers l'Union sacrée pour la nation des caciques du Front commun pour le Congo FCC de l'ancien président de la République. Sans quitter Joseph Kabila, Adolphe Loumanou et Évariste Bochab, deux caciques du PPRD sont très remuants pendant ce temps où le président Félix Tshisekedi est en tournée dans l'espace Kasaï. Ont-ils traversé pour servir le pays ou pour leur propre intérêt? Maître Richard Bondo, sociétaire de l'Union sacrée pour la nation, ne trouve pas d'inconvénients, d'autant plus que l'Union sacrée pour la nation se veut ouverte à qui veut l'adhérer pour le développement du pays. L'article 66 de la Constitution invite tous les Congolais à la solidarité nationale. Ce que le pays traverse, c'est une passe très dangereuse. Avec les tueries à l'Est, avec la crise pandémie Covid-19, avec tous ces variants Omicron et Delta, tout ça, les vrais Congolais, qui sont surtout les Congolais de père et de mère, doivent se mettre ensemble. C'est l'économie de l'article 66 de la Constitution qui dicte cette conduite-là. Et puis, le président de la République, qui est conscient des enjeux, fait ce que Mao Tse-tung appelle monter du haut de son cheval pour voir ce qui se passe dans le jardin. Et aujourd'hui, il est descendu sur terrain. Et dans l'espace Kasaï, il le fera dans d'autres provinces. Et tout cela voudrait faire voir aux gens qu'on a maintenant un chef qui a conscience de ses responsabilités devant l'histoire et devant Dieu et devant le peuple. Et nous, peuple, nous devons soutenir un chef qui a la volonté de nous être utile comme serviteurs. Moi, je crois qu'ils protègent leurs intérêts. Cela ne leur enlève pas la qualité d'être congolais pour voir surtout l'intérêt supérieur de la nation. Et surtout que ces gens, c'est quand même une élite. C'est une élite nationale qui connaît les difficultés de la base et qui souvent
parlent. Et ces gens, ce sont des compatriotes qui connaissent bien les desiderata de leur base, parce que la plupart, c'est des élites élues par la base. Et quand ils viennent aujourd'hui, ces compatriotes, rejoindre l'Union sacrée pour la nation, c'est qu'ils viennent répondre à l'appel du président de la République qui a tendu la main à tous les Congolais qui aiment leur pays, que pour l'intérêt supérieur de la nation, l'Union sacrée ne vient pas comme un parti politique, une plateforme électorale, mais un cadre politique pour répondre à l'intérêt supérieur de la nation, et cela ne peut se vivre qu'à travers la solidarité qui est prônée à l'article 66 de la Constitution. De son côté, Franck Moulaja justifie la transhumance politique observée par les intérêts propres des acteurs politiques congolais qui envient certes le pouvoir et non l'opposition. Cet analyste politique a également réagi au sujet de l'arrivée des surgelés à Kinshasa, tel que promis par le gouvernement congolais. On l'écoute au micro de Maxime Makab. La transhumance politique observée ces derniers temps dans la classe politique congolaise se justifie par le fait que les acteurs politiques privilégient beaucoup plus leurs propres intérêts en acceptant absolument de faire partir du pouvoir et non de l'opposition, indique l'analyste politique Franck Moulaja. Quand quelqu'un voit que ses intérêts sont menacés, il doit chercher où est-ce qu'il peut aller pour faire protéger ses intérêts. C'est ce qu'on remarque souvent avec nos politiciens congolais. Le cas de Nyagugabo. Moi, j'ai mon vieux qui m'avait parlé autrefois que lui ne peut pas faire l'opposition. Il ne peut pas faire l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il a des projets de développement. Et surtout quand vous êtes dans l'opposition, vous connaissez comment est-ce que les pouvoirs souvent embêtent les opposants qui ont peut-être des projets, vous pouvez être homme d'affaires ou bien vous avez vos activités. Et pour mieux l'exercer, il faut être du côté pouvoir. Je comprends cette raison pour laquelle le frère là, ou nos politiciens sont en train d'aller de l'autre côté, là où il y a les pouvoirs. En outre, Franck Moulaja s'est dit enfin satisfait de la vente au bas prix de produits surgelés sur le marché quinois, tel qu'est recommandé par le gouvernement. C'est que j'ai toujours condamné surtout la population quinoise, parce que pour eux, ils savent qu'ils croient que les sociales, c'est seulement le ventre. Non. Les gens réclamaient biodimati et sauce mati, mais aujourd'hui, si le gouvernement a fait cet effort, mais on dit que ce n'est pas le gouvernement qui vend ça. Le gouvernement a donné aux hommes d'affaires congolais. Ce sont eux maintenant qui sont en train de vendre ces produits surgelés là. C'est une bonne idée, mais je crois que ça continue comme ça, que ça ne soit pas seulement pour cette période de fête d'année. Autre chose, consécutivement à l'instruction du chef du gouvernement portant suppression de l'application de l'arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire nommant des nouveaux comités de gestion dans certains établissements universitaires, le ministre Moïndo Nzangi a reporté les cérémonies de remise et reprise entre les comités entrants et sortants. Regardez. Au regard des agitations constatées dans les milieux universitaires que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a décidé de surseoir l'arrêté du ministre de l'ESU nommant les unités de gestion dans quelques établissements jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit de l'UPN, IFASIC, ISP Gombe, ISP Tekin, ISKAKIN, ISTEM, ISTAKIN, ISC Kinshasa, ISAOKIN, ISAM Kinshasa, INILU et UNICOL. Pour le chef du gouvernement, cette surséance va permettre une dernière harmonisation de vues avec le ministre de l'ESU. Et en réponse à cette décision du Premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a dans la foulée, à travers un communiqué signé par son directeur de cabinet, décidé de reporter les cérémonies de remise et reprise entre les comités de gestion sortants et entrants des établissements concernés par son dernier arrêté. Par la même occasion, le numéro 1 de l'ESU d'annoncer des mesures conservatoires qui doivent être observées jusqu'à nouvel ordre par les membres des comités de gestion sortant, à savoir la suspension des recrutements et du mouvement du personnel, la suspension de la sortie de fonds, l'interdiction d'engagement de l'établissement auprès de tierces, s'abstenir de tout acte ou propos pouvant porter atteinte à l'ordre public et à la paix sociale. Notez que quelques mouvements de protestation avaient été signalés à la publication de cet arrêté du ministre de l'ESU, à l'ISTA ainsi qu'à l'IEC. Parlons environnement à présent, le groupe thématique sectoriel sur l'environnement, forêt, changement climatique
au assainissement et en atelier de validation de sa feuille de route. Cette activité qui se déroule à Béatrice Hôtel connaît la participation du directeur des cabinets de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Yves Kitumba. Doudou Montiri signe ce reportage. L'atelier de validation des termes de référence et de la feuille de route du groupe thématique sectoriel sur l'environnement, forêt, changement climatique, eau et assainissement s'est ouvert le mardi 28 décembre 2022 à Béatrice Hôtel de Kinshasa. Pour le représentant du secrétaire général à l'environnement, cet atelier constitue un travail collectif considérable entrepris par le cabinet de la vice-premier ministre et des experts des différentes structures sous l'égide de la direction de planification. Ces assises ont pour fondement juridique le décret 1300/11 du 9 avril 2013 portant organisation, création, fonctionnement du groupe thématique sectoriel. Ce dernier constitue le cadre formel de dialogue permanent sur la politique de développement d'une part et de l'harmonisation des actions sectorielles, entre autres le gouvernement et les partenaires techniques et financiers, les secteurs privés ainsi que les organisations de la société civile, d'autre part. Ce cadre opérationnel a été adopté de commun accord en 2013 entre le gouvernement de la République et ses partenaires au développement. Ce groupe de 15 est placé sous surveillance de la vice-primature qui élabore et valide au niveau sectoriel son programme national environnement, forêt, eau et biodiversité de deuxième génération assorti d'une feuille de route triennale. Ce document constitue à ce jour l'unique cadre pragmatique sectoriel traduisant les grandes orientations stratégiques et les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour la protection de l'environnement et le développement durable, les ressources naturelles renouvelables avec l'adoption de l'agenda 2013 ainsi 2030 qui fixe les objectifs de développement durable, la ratification de l'accord de Paris sur le climat et les exigences de la loi 1/01 du 13 juillet 2011 relatif aux finances publiques. Le présent atelier des groupes techniques spécifiques permettra aux parties prenantes de s'approprier du processus des documents de politique de stratégie sectorielle. Pour le représentant de Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Yves Kitumba Lubala, la question de l'environnement est au centre des débats et les attentes sont devenues trop récurrentes, plus complexes et multiformes, parmi lesquelles la déforestation, la dégradation des forêts, des érosions de sols et côtières, des menaces de certaines espèces végétales et animales, la prolifération des catastrophes naturelles, des épidémies, des pollutions d'origine diverses, l'accumulation des déchets. Le directeur de cabinet a aussi rappelé la loi instaurant le groupe thématique sectoriel et de faire la restitution de la COP26 à Glasgow où la RDC s'est présentée comme pays solution au problème des réchauffements climatiques de par son potentiel. Yves Kitumba a précisé que le changement climatique est aujourd'hui le phénomène au centre des enjeux économiques, politiques et environnementaux. De ce fait, la RDC doit s'assurer comme pays solution face à ces défis. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le budget 2022 a été adopté à l'unanimité avec un accent particulier mis dans le secteur de l'éducation. Nadine Tchochigombo nous en parle. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté à l'unanimité au cours de la plénière du mardi 28 décembre 2021 le projet dédié de budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2022. Ce projet de loi, déclaré recevable après sa présentation par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, s'est chiffré au départ à hauteur de 1,401 milliard de francs congolais, soit près de 700 millions de dollars américains. Après son examen approfondi par la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il a été revu à la hausse 1,487 milliard de dollars, en croire le président de la dite commission, Joseph Malungeni. Dans ce projet de loi, un accent a été notamment mis sur l'éducation. Il s'y est de signaler que le projet dédié portant budget rectificatif de l'exercice 2021 et celui relatif à la reddition des comptes exercice 2020 ont aussi été adoptés au cours de la même plénière. En soutien aux activités de vaccination orale contre le choléra dans la province de Tanganyika, Dr Alexandre Akili de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, explique comment se fait l'acheminement des intrants de vaccination au port de Kalemi destinés aux zones de santé des Moba et Kantsimba.
Tanganyika et ceux qui nous ont accompagnés du niveau national nous ont aidés à ce que nous puissions accompagner la zone de santé de Niemba et Kansimba qui a eu un léger retard lié au climat sur la campagne de vaccination contre le choléra au premier passage. Déjà à bord, nous avons les équipes du niveau national, du Pénécole, de PEL, également du niveau provincial ainsi que de la province pour accompagner cette réalisation. À bord, on a déjà les vaccins et ces vaccins sont pour les deux zones de santé, la zone de santé de Kansimba et la zone de santé de Moba. Et également, nous avons l'équipe WASH qui accompagne ainsi que les intrants de prévention. Voilà, en gros, c'est ça. Les bateaux lui-même, il va faire près de 12 heures sur les lacs. C'est au-delà de 350 km sur l'eau, donc dans les lacs Tanganyika. Et on estime arriver, si tout va bien, demain à l'aube, donc autour de 6h ou 7h du matin. Et une fois arrivé sur terrain, on peut déployer les équipements ainsi que les intrants pour que les lancements se fassent demain, si tout est réuni avant midi. Et puis les membres du bureau Janine Mabunda ont organisé un sit-in le mardi dernier devant le bâtiment qui abrite le ministère des Finances pour revendiquer entre autres le paiement de leurs indemnités de sortie. Selon ces manifestants, c'est au niveau du ministère des Finances que leur dossier est bloqué. Les détails dans cet élément. Une année depuis que le bureau Mabunda a été déchu du perchoir de l'Assemblée nationale et cela sans aucun rang de frais d'installation, voire même les indemnités de sortie, pendant que ce dossier avait déjà été transmis par l'actuel bureau Mbosso au gouvernement par le biais du ministre des Finances qui apparemment bloque l'évolution de la paye alors que les anciens collaborateurs de ces membres du bureau Mabunda croupissent dans la misère, ne sachant pas prendre soin de leurs dépendants, d'où le sens de ce sit-in effectué ce mardi 28 décembre au ministère des Finances. Gilbert Poa, président de ce collectif, explique. Oui, pardon. Nous sommes venus aujourd'hui en sit-in ici au cabinet du ministre des Finances parce que voilà plus de 3 mois que l'Assemblée nationale avait envoyé notre dossier au gouvernement pour paiement. Jusqu'à là, nous ne sommes toujours pas payés. Ce que nous savons, c'est que le ministre du Budget a déjà liquidé notre dossier. Il ne reste plus qu'au ministre des Finances de pouvoir nous payer. Ça traîne. Pourquoi? Nous ne savons pas. Alors que nous aurions appris que le président de la République aurait instruit les premiers ministres pour que nous soyons payés. Jusqu'à ce jour, nous ne le sommes pas encore. Ce qui est curieux, c'est que nos amis du Sénat qui ont été travailler avec l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, voilà plus de 3 mois qu'ils ont déjà été payés. Mais nous, pourquoi ça traîne? Alors qu'ils étaient partis 2 mois après nous. Pourquoi? C'est pourquoi nous sommes venus manifester ici pour attirer l'attention de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, pour pouvoir libérer notre dossier. Nous profitons de votre vico pour implorer l'intervention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour pouvoir jeter un œil sur nous, compatriotes, ses concitoyens, par rapport à notre situation. Nous implorons l'intervention du président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso, que nous remercions en passant, parce que lui, à son niveau, avait déjà fait sa part en envoyant les dossiers pour paiement au gouvernement. Nous implorons l'intervention du Premier ministre pour qu'ils voient tous dans quelle mesure intervenir pour nous permettre de rentrer dans nos droits. Tout travail mérite un salaire, dit-on. Le mieux serait de payer les dus de ces anciens membres du bureau Mabunda en vue de traiter le dit dossier à l'amiable. Page noire, décès ce mercredi 29 décembre aux cliniques universitaires à Kinshasa de Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku, ancien recteur de l'université de Kinshasa et actuel président du conseil d'administration des universités de la RDC. C'est pratiquement la fin de cette tranche d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.
condoléances aux familles éprouvées. La famille Massombo et M. Libengue informent aux amis et connaissances la mort de leur père, grand-père et oncle Yalulu Massombo Asunga, survenu jeudi le 16 décembre 2021 de suite d'une courte maladie. Le deuil se tient sur avenue Nganakete, au quartier Kingabwa, commune de Limité, référence Wenze Yambila. Les programmes des obsèques. Jeudi, le 30 décembre 2021, 10h, la levée du corps de la morgue de l'hôpital Mabanga, commune de Kalamou, quartier du Nord, part pour l'enterrement au cimetière de Kinkole. La famille Massombo et M. Libengue informent aux amis et connaissances la mort de leur père, grand-père et oncle, Yalulu Massombo Asunga, survenu jeudi le 16 décembre 2021 de suite d'une courte maladie. Le deuil se tient sur avenue Nganakete, au quartier Kingabwa, commune de Limité, référence Wenze Yambila. Les programmes obsèques. Jeudi le 30 décembre 2021, 10h, la levée du corps de la morgue de l'hôpital Mabanga, commune de Kalamou, quartier du Nord, départ pour l'enterrement au cimetière de Kinkole. Ces communiqués qui ont lieu de faire part.